Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Rachat de Twitter par Elon Musk. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est ce que je vais étudier dans cette vidéo et je voulais justement partager ma méthode. C'est-à-dire que quand on a une nouvelle, on pèse le pour et le contre, on essaie de trouver de la contradiction. Alors on va commencer par la première partie en quelque sorte. C'est bien, j'ai envie de partager quelques inquiétudes avec vous. Pour quelles raisons? D'abord, il y a quelque chose que je trouve tout à fait anormal, qu'un seul homme possède en quelque sorte notre liberté dans ses mains. Et oui, parce que qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social, c'est évidemment pour communiquer avec sa communauté, hein, on s'échange, mais c'est aussi un lieu où on peut apprendre des choses. Hein. Moi, je suis des types sur Twitter hein, qui sont des scientifiques. Cela permet évidemment d'exprimer nos opinions, nos colères, nos doutes et de remettre en question en quelque sorte, la doxa. La doxa, c'est l'opinion en quelque sorte des dirigeants hein, qui nous imposent. Donc c'est un lieu de liberté normalement. Et le fait qu'on soit dans les mains d'un seul homme, eh bien on risque de tomber dans ce qu'on appelle l'arbitraire. Or, vous me ferez remarquer, je vois tout de suite des gens qui me disent, bah oui, mais attendez, avant Elon Musk, on était véritablement dans l'arbitraire. C'est juste, mais voilà, on ne sait pas trop exactement qui est cet Elon Musk et j'en parlerai dans quelques instants. Car si on prend l'exemple par exemple de Facebook, il est arrivé une chose tout à fait extraordinaire, c'est que des usagers de Facebook ont porté plainte contre la direction parce qu'ils ont été victimes de censure et un juge a donc accepté ces plaintes et la direction de Facebook a dû reconnaître en quelque sorte que l'opinion, la doxa qui était sur Facebook, c'était celle de ses propriétaires. Autrement dit, l'idéologie des gens de Facebook était imposée aux usagers de Facebook. Et vous savez tous quelle est cette idéologie, c'est l'idéologie woke, démocrate, etc. Donc c'est tout à fait antidémocratique. Alors certains, je les vois tout de suite réagir. Attendez, ma deuxième partie, bien sûr. Mais vous voyez que cela pose véritablement un problème, qu'un individu, un groupe d'individus décide de ce qui est bien et ce qui est mal, hors justice, hors constitution, parce que notre constitution, normalement, nous donne le droit à l'expression. Eh bien, ces gens remettent en cause ce droit à l'expression dans leurs réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est que généralement dans ces réseaux sociaux, nous voyons une idéologie, il y a du prosélytisme, la propagande pour l'idéologie woke. Hein, c'est du véritable bourrage de crâne. Alors je vous donne un exemple que j'ai mis sur mon fil Twitter hier. Eh bien, c'est-à-dire qui vient de Sylvano Trotta, je le salue et je vous remercie pour cette information que j'ai évidemment, qu'il a partagée et que j'ai mise sur mon fil Twitter. Les woke ont fait la propagande sur l'allaitement maternel. En effet, il y a toute une série de campagnes qui durent d'ailleurs depuis 2015-2016 et quand Sylvano Trotta a mis ces documents, je me dis c'est pas possible, c'est un fait, c'est énorme de lutter contre l'allaitement maternel. Et je suis allé vérifier et en effet, j'ai bien retrouvé ces articles sur Slate, sur CNN, etc. et qui ont été diffusés sur Facebook et sur Twitter. Alors, je m'explique plus clairement. Il y a une campagne contre l'allaitement maternel qui est considérée, selon les woke, comme anti-naturel. Vous entendez bien, il est dangereux pour une femme d'allaiter son enfant. Cela prend des proportions pendant la période Covid. Ils ont même dit que quand une femme donnait le sein à son enfant risquait de devenir anti-vax. C'est-à-dire qu'on est dans l'idéologie, la propagande la plus démente. Celle-là, elle est acceptée sur Facebook, sur Twitter, et si vous la contredisez, eh bien, vous risquez de stigmatiser certains trans ou des choses comme ça, vous le savez bien, et vous êtes censuré. Donc, on est dans une sorte d'inversion de la logique. La raison n'a plus cours sur Facebook et sur Twitter. Vous n'avez plus le droit d'utiliser votre logique. Vous devez vous soumettre à une idéologie complètement folle, l'idéologie woke. Donc, quand un homme possède un réseau social, s'il se met dans cette vague-là, il peut imposer cela contre, comme je l'ai dit précédemment, contre la Constitution, la liberté d'expression. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas le cas d'Elon Musk. Attendez la deuxième partie. Bref, ces réseaux sociaux, c'est la loi de l'arbitraire. Hein. Il n'y a pas de justice, hein, c'est la loi de l'arbitraire. Alors, bien sûr, et c'est ce que j'entends hein, derrière ma caméra, vous allez me dire, mais oui, mais Elon Musk, il est contre la censure, et vous avez tout à fait raison. Le seul ennui, alors ça c'est la deuxième chose qui m'embête en fait, c'est que c'est un milliardaire, hein, comme les Drahi, les Neil, les Arnaud, les Kretinsky qui possèdent toute notre presse et qui nous imposent par exemple le narratif mondialiste et européiste.
comment se fait-il que ces gens-là puissent en fin de compte nous faire de la propagande, du trafic d'influence et jouer sur notre libre arbitre? Est-ce que les gens ont vraiment choisi Emmanuel Macron? Je vous ai reparlé du sondage, la consultation de CNews, à 87%, les gens étaient très mécontents de cette élection. Et là, il y a un sondage un peu plus, je veux dire un peu plus, sur une base un peu plus forte, c'est 55%. Et chez d'autres, ça monte à 70%. Bref, les Français ne sont pas satisfaits de la réélection d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi, à votre avis, les gens ont-ils voté pour Emmanuel Macron? Parce qu'ils ont subi un matraquage. Même s'ils étaient pour les idées de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, ils ont subi un tel matraquage qu'ils n'ont pas osé. Ils ont été inhibés en quelque sorte. Voilà, ça c'est le travail de tous ces journalistes, de tous ces milliardaires. Donc un seul homme, c'est toujours dangereux et justement on milite pour que la presse soit beaucoup plus libre, qu'elle ne soit pas sous la tutelle. Et puis quel est le projet d'Elon Musk? Est-ce qu'il a juste un projet, comment dirais-je, de justice sociale, comme cela pour la liberté? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda secret? On lui prête des intentions, notamment présidentielles. Donc est-ce qu'il ne se crée pas un outil pour se présenter à l'élection présidentielle? Et puis c'est un homme d'affaires. C'est pas l'armée du salut quand même, Elon Musk. Hein. Sa réussite prouve d'ailleurs qu'il a autre chose. Bon, ça, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là, mais enfin, vous voyez, il y a quand même des risques, donc il faut être vigilant. Je ne le critique pas, vigilant. Enfin, il y a le troisième point qui me gêne un petit peu aussi, c'est qu'il appartient à ce qu'on appelle l'idéologie libertarienne. Alors ça paraît très sympa puisque c'est justement Elon Musk, vous allez me dire, il est libertarien, il veut la liberté absolue de penser. Oui, oui, très bien, très bien. Seulement, les libertariens peuvent être très dangereux. Alors pourquoi? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la fable de l'ours et du libertarien. C'est une histoire vraie, mais ça ressemble à une fable. C'est pour cette raison que je vous en parle. Les libertariens ont eu un projet de ville, le projet de ville libre. Donc, ils ont essayé de chercher une ville, et notamment dans le New Hampshire. Ils en ont trouvé une du nom de Grafton. Et alors, de très nombreux libertariens sont venus s'installer et ont voulu imposer leur idéologie libertarienne. Et comme l'homme et selon le libertarien, doit être entièrement libre, il ne doit pas être soumis à l'État, plus de services publics. Voilà, chacun a un petit peu un seigneur chez lui. Ça pourrait être très séduisant sur le papier, mais dans la réalisation, ça conduit à des catastrophes. Car pourquoi? S'il n'y a plus d'État, c'est la loi de la jungle. Alors les libertariens, comme ils étaient nombreux, ils ont pu imposer à l'Amérique et plus d'éclairage public. Donc plus d'éclarage public, les rues étaient très sombres la nuit de Grafton et devenaient des coupes-gorges. Ensuite, ils ont refusé le financement des pompiers. Alors quand il y a eu des incendies, il n'y avait plus de pompiers. Parce que dans l'idéologie libertarienne, c'est tout le monde qui devient pompier, tout le monde doit aider son prochain. La réalité, c'est que dans la pratique, quand il y a eu l'incendie de l'église, il n'y avait qu'un seul pompier public qui avait du matériel en très mauvais état. Il n'a pas pu éteindre à lui tout seul l'église, et puis personne n'est venu l'aider. Une très belle église a brûlé. Et les libertariens se sont accusés mutuellement de non-assistance. Et puis surtout, comme ils diminuent les services publics, Grafton était proche de montagnes où vivaient des ours, et bien ces ours se sont approchés de plus en plus de Grafton, ils ont fini par investir la ville, ils étaient chassés par personne puisqu'il n'y a plus de services publics. Ils se sont nourris dans les poubelles, vous savez, contiennent de la nourriture américaine, des déchets américains, de la nourriture hyper protéinée. On a commencé à avoir des ours bien plus costauds, bien plus dangereux. Ça a été le Far West, les gens ont commencé à tirer sur les ours, alors qu'au départ, ils voulaient les protéger. Bref, la ville s'est transformée en ville de western, c'est devenu un enfer, et les libertariens qui avaient essayé de créer un projet de liberté ont fini par partir, parce que dans leur propre ville, c'était insupportable. Et ceux qui sont restés ont construit une sorte de fort, c'était les plus riches en fin de compte, qui avaient des terres et qui ont construit des maisons fortifiées contre les ours. Bref, il y a une morale, c'est que quand on est extrémiste, même dans une idéologie qui peut être très sympathique au départ, eh bien cela peut comporter de graves risques. Donc il faut y penser. Et surtout quelque chose, vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes contre les libertariens? Eh bien les libertariens, comme ils ont comme seule pensée l'individu, ils sont contre les nations. Et donc les libertariens militent souvent pour un projet d'ordre mondial. Et c'est ce qui m'embête le plus, voyez-vous. Voilà, bon, je vous ai donné des éléments négatifs, on va voir les éléments positifs. Alors, les éléments positifs, je pense que vous les avez déjà. Elon Musk, il est contre la censure. Certes, j'ai dit, il y a peut-être un risque, mais dans son objectif, c'est de lutter contre la censure.
et justement contre la censure des anciens propriétaires de Twitter. Donc, Elon Musk promet de respecter la liberté individuelle et donc je prends acte et je me dis c'est une bonne chose. Ensuite, c'est quelqu'un qui est assez proche de Donald Trump, qui combat, j'ai envie de dire, mes principaux adversaires, c'est-à-dire les woke, les démocrates, les globalistes, les mondialistes. Alors même s'il est libertarien, le fait qu'il choisisse, qu'il est plutôt du côté de Donald Trump, c'est aussi quelque chose de plutôt satisfaisant. Enfin, il a permis à toute une série de personnes qui avaient été censurées sur Twitter de revenir. Alors je ne sais pas si Donald Trump, j'ai essayé de chercher, mais Donald Trump manifestement n'est pas encore revenu sur Twitter, mais imaginez qu'autrefois, Donald Trump a été censuré sur Twitter, mais vous trouviez les talibans. Deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que l'idéologie talibane allait très bien woke, mais pas un homme qui représentait 80 millions de personnes aux États-Unis, qui a été président des États-Unis. Voilà, donc ça, c'est bien. Et je voudrais aussi saluer le retour de certains médecins qui avaient des comptes Twitter à plus de 100 000 abonnés et qui ont été censurés. Alors j'en connais un, il a été censuré parce qu'il a mis un article du Journal of England critiquant les vaccins. Donc il avait un argument scientifique, et bien il a été censuré pour cela. Donc évidemment, c'est cet esprit anti-scientifique des censeurs de Twitter qui est tout à fait inacceptable. Parce qu'en effet, la science, c'est remettre en cause la doxa. Et quand il y a une loi, une règle, eh bien, il y a le doute, on questionne, et c'est cela la science, c'est ce bouillonnement, c'est cet échange. À partir du moment où vous imposez une vérité, c'est qu'en fait, vous êtes un totalitaire. Et ceux qui pensent qu'ils détiennent la vérité, ce sont ni plus ni moins, et je le dis, des fascistes, puisqu'ils refusent l'esprit critique. Voilà, donc on va essayer peut-être avec Elon Musk de sortir de cet arbitraire dont j'ai parlé dans ma première partie. D'autant plus que j'ai appris quelque chose d'absolument hallucinant. C'était dans la tribune, en tout cas c'est sur mon fil Twitter, vous pourrez vérifier exactement la source. La France était numéro 1 mondial, je dis bien mondial de la censure. Les autorités françaises sont à l'origine de 87% de demandes de suppression de comptes. On peut, alors je vous ai parlé d'un ami sur le Covid, mais on peut penser à Jean Messia, par exemple, qui avait un fil Twitter aussi à peu près de 100 000 abonnés, et qui a été censuré, et il ne sait pas, Jean Messia, pour quelle raison. Le dernier tweet qui aurait manifestement conduit à la répression, c'est qu'il avait fait le lien, paraît-il, entre une partie de la délinquance et une certaine cité. Voilà, donc ça suffit à le faire censurer. C'est-à-dire que même si on vous dit par exemple la Lune est ronde, si les mecs de Twitter ont décidé que la Lune était triangulaire, vous êtes censuré. C'est ça qui était vraiment grave. Et avec Elon Musk, ce genre de choses n'arrivera plus. Alors, évidemment, oui, j'ai aussi une amie qui a été censurée parce qu'elle avait mis une vidéo d'Anne Gente, une députée LaREM, dans une mauvaise posture. Son compte a tout de suite été bloqué. Donc, elle m'a raconté ça. Vous voyez un petit peu où on en est. Donc, si Macron a gagné les élections en 2022, c'est parce qu'on a vécu tous une répression énorme. J'étais en shadowban et tous les Patreons ont été plus ou moins en shadowban. On perdait des abonnés pendant un mois, du 15 mars jusqu'au 24 avril. Et le retour d'Elon Musk, je l'ai tout de suite vu. Plus de shadowban, ça y est, ça repart. On prend 100 à 200 abonnés par jour. Donc il y a un vrai changement et merci de cela à Elon Musk. Enfin, le dernier argument, et c'est pas le moindre, c'est qu'il y a une très grande inquiétude chez nos adversaires. Et là, évidemment, c'est le côté positif. On a vu Raphaël Enthoven nous dire la liberté totale est liberticide. En effet, si on est chez les libertariens type Grafton. Mais comment dirais-je, Twitter est encadré par la loi française. Vous n'avez pas le droit d'insulter, vous n'avez pas le droit de faire un appel à suicide, et puis toute une série de choses que vous savez. Je vais pas les rappeler. Eh bien, Raphaël Enthoven ment, puisqu'il y a un encadrement, et évidemment, il ne va pas remettre en cause cela. C'est la liberté d'expression, monsieur Enthoven. Vous êtes toujours du mauvais côté, après avoir dit que les non-vaccinés étaient des crétins, après nous avoir expliqué que sous Macron, on était dans le meilleur des mondes, c'est le philosophe Pangloss, Raphaël Enthoven. Bref, ce sale type, encore une fois, dit n'importe quoi. Et puis on a vu Van der Leyen complètement paniqué, nous expliquer qu'il faudrait que Elon Musk respecte les règles. Ils ont lancé un nouveau truc, là, une nouvelle règle au niveau européen. Oh là 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 là. Et Elon Musk a dit, oui, bien sûr qu'on respectera les règles, justement. On n'aura pas le droit d'exprimer des choses qui sont des délits. Et donc, je pense que le fait qu'ils soient extrêmement paniqués, eh bien ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, eh bien, on verra cela à l'usage. En tous les cas, Twitter est de nouveau libre. Eh bien, on va essayer d'en profiter. Bien à vous, et c'est une bonne nouvelle peut-être pour les élections. Bien à vous, à bientôt.